Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici et d'avoir avec vous un peu, faire un survol du transport chez les aînés. C'est sûr que 20 minutes c'est court, là, donc on va quand même, on va vraiment avoir une vue d'ensemble, là, si on peut dire, au niveau des politiques et puis des actions gouvernementales qui se fait en rapport avec le transport. Alors, j'irai tout de suite avec la prochaine. Est-ce qu'on peut parler, Mme Villeneuve, plus fort? Non, ça c'est pas. Non? C'est pas ça? OK. OK. Bon, alors, d'abord, j'ai intitulé, moi, la présentation « La mobilité et le transport chez les aînés » parce que quand on parle de transport, c'est des modes, hein, c'est des moyens qu'on se donne. La mobilité est nécessairement intimement liée au transport et en particulier chez les aînés. Le micro n'est pas allumé. Mais je pense qu'il n'est pas pour elle. Le micro, il est juste pour moi, je m'excuse. Je parle pas assez fort, c'est parce qu'il faut que je vais essayer de vous regarder en face comme ça. Bon. Alors, le transport, évidemment, c'est des moyens pour se déplacer, hein, peu importe le moyen. Puis, comme je vous dis, le transport, c'est intimement lié à la mobilité chez les aînés. Bien, chez tout le monde, mais en particulier chez les aînés là, qui peuvent avoir des incapacités liées à la mobilité. La mobilité, en fait, c'est la possibilité pour une personne d'effectuer des déplacements qu'elle veut au moment où elle le désire dans l'ensemble de ses activités de la vie quotidienne. Fait que c'est des déplacements à l'intérieur de sa maison, des déplacements à l'extérieur pour ses activités, pour des courses, etc. Fait qu'on est toujours en déplacement là, dans le cadre de notre vie, évidemment. Oui, parlez plus fort. On ne vous comprend pas. Non, OK. OK. Je vais sortir mon coffre. Bon. Ensuite de ça, la mobilité, pourquoi, dans quelle mesure c'est déterminant pour les personnes aînées, pour toutes les personnes, mais pour les personnes aînées aussi, c'est qu'en fait, ça permet à la personne non seulement de répondre à différents besoins, là, que ce soit l'épicerie, des choses comme ça, mais aussi de poursuivre puis maintenir son engagement dans la société puis d'être intégré dans sa communauté. C'est vraiment un élément très important. Bon, on constate qu'il y a différentes variables qui sont reliées à la mobilité et à l'utilisation des transports chez les personnes. Il y a deux grandes catégories de variables. Il y a les variables qui sont reliées à la personne elle-même. Donc, son degré de connaissance qu'elle possède sur les différentes options et services disponibles pour leur utilisation. Parce qu'on sait que même s'il y a beaucoup soit de sites Internet, de dépliants ou différents modes de communication pour donner l'information aux personnes, bien, des fois, les personnes n'ont pas nécessairement accès à toute cette information-là. Puis ils en ont besoin pour pouvoir utiliser les déplacements. Ensuite de ça, il y a la capacité d'utiliser les différents modes de transport. Puis évidemment, la capacité de la personne à les utiliser, ça dépend de sa condition physique, de ses habiletés fonctionnelles, de ses habiletés cognitives. Puis enfin, la troisième variable liée à la mobilité, c'est à la personne, c'est les ressources financières suffisantes pour assumer les coûts. On sait que ce soit avoir une voiture personnelle, ça engendre des coûts, ou le transport en commun, donc effectivement, il y a la variable ressources financières. Il y a aussi tout le volet des variables liées à l'environnement. Alors là, évidemment, on pense à tout ce qui relève de l'aménagement du territoire, des infrastructures, des équipements, qui doivent être adaptés et sécuritaires. Bon, à titre d'exemple, des chaînes de trottoirs où est-ce qu'on doit là, enjamber, des accès à des immeubles, les traverses piétonnières, les temps de traverse là, avec aux intersections qui sont munies de feux clignotants. Là. Puis, il y a ce qui concerne aussi, l'autre variable, c'est l'entretien des infrastructures. Parce qu'on peut avoir l'information, avoir les capacités de les utiliser, mais il y a l'entretien. On sait très bien, l'image qui nous vient, c'est des trottoirs enneigés l'hiver qui sont pas déblayés. Alors ça, c'est un élément aussi essentiel. Ou un mauvais entretien de la chaussée ou des trottoirs quand il y a des trous, là, surtout quand les gens circulent avec des fois des aides à la mobilité ou qui ont un équilibre un peu plus fragile. Les craques dans le trottoir, des trous, là, on sait à quel point c'est pas sécuritaire. Puis, il y a aussi toutes les options de services et de transport disponibles. Quand j'entends services, c'est aussi des services pour aider ou soutenir la mobilité des personnes dans l'utilisation des transports. Alors, ça, c'est les variables auxquelles on doit penser quand on pense transport chez les aînés.
Je m'étendrai pas beaucoup sur les données, mais c'est juste pour vous donner un portrait, là, un survol là, des données concernant la mobilité. Bon, chez les 65 ans et plus qui vivent à domicile, c'est de l'ordre d'un peu plus... 88% des personnes âgées de 65 ans vivent dans leur domicile. On constate, là, selon les données de l'Institut de la statistique, qu'à peu près 9 personnes sur 10 n'ont pas de difficultés avec leur mobilité en tant que telle. Fait que c'est quand même une bonne proportion là, des personnes âgées de 65 ans qui n'ont pas cette difficulté-là. Par ailleurs, chez les personnes qui ont des incapacités, là, évidemment, on sait qu'il y a différents types d'incapacités, que ce soit auditives, visuelles, reliées à la douleur, hein, bon, l'arthrose, ces choses-là, puis reliées à la mobilité. Quand on regarde chez l'ensemble des personnes âgées qui vivent à domicile, on a 32% des personnes qui ont des incapacités. Ça veut dire de tout type, de toute nature. Et quand, on sait évidemment que chez les personnes âgées, le taux d'incapacité augmente avec l'âge. Fait qu'on a, si on regarde au niveau de la cohorte plus jeune, des 65-74 ans, c'est 2 personnes sur 10 à peu près qui ont des incapacités de toute nature. Tandis que quand on vieillit, puis on arrive à un âge plus avancé, comme chez les 75 ans et plus, le taux d'incapacité, mais là, il augmente. On s'approche là, de 1 personne sur 2 qui peut avoir des incapacités de toute nature. Quand on examine plus en profondeur c'est quoi les différents types d'incapacités chez les personnes âgées, on se rend compte que l'incapacité à la mobilité, c'est celle qui est la plus fréquente. Ça va être le type d'incapacité qu'on va voir le plus souvent chez les personnes qui ont des incapacités. Alors, quand on regarde chez les personnes, voyons, excusez-moi, là, je veux parler trop vite, comme on dit. Alors, il y a à peu près le quart, 1 personne sur 4 à peu près, qui est à 25 ici, là, qui présente des incapacités à la mobilité. Et chez les 75 ans et plus, ben, cette proportion-là, elle augmente. Et ce qu'on se rend compte aussi, un élément qui est important à prendre en considération quand on veut faire des choix reliés au transport chez les aînés, c'est que près de la moitié des personnes âgées de 75 ans et plus qui ont des incapacités disaient avoir besoin d'un accompagnateur pour leurs déplacements locaux. Fait que ça, c'est un élément important à tenir compte là, au niveau de la. Fait que, comme vous voyez, le transport, il ne se circonscrit pas uniquement au mode de transport, mais à tout un environnement à rattacher autour de ça. Quand on regarde maintenant l'utilisation des transports chez les aînés, on peut le changer. Le portrait qu'on a par rapport à l'ensemble des données dont on dispose, c'est que on constate que l'usage de l'automobile est en hausse chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Puis bon, du fait du nombre, c'est sûr, le nombre de personnes âgées est plus important, mais du fait aussi que si on prend par le passé, il y a de plus en plus de gens qui ont un permis de conduire, qui utilisent un automobile, en particulier chez les femmes. Hein, dans les années 60, on voyait moins de femmes qui avaient un permis de conduire et tout ça. Puis l'automobile, ça reste chez les personnes âgées, comme chez les autres groupes d'âge, le mode de transport qui est privilégié. Parce que c'est rapide, c'est flexible, ça ne demande pas beaucoup d'efforts physiques, là, ça demande moins d'efforts physiques que la bicyclette ou la marche. Donc, ça reste le mode qui est privilégié. Puis quand ils vont, ils vont tout faire pour essayer de conserver ce mode de transport-là. Chez les personnes âgées, on se rend compte aussi que encore là, on a comme 2 groupes d'âge, les personnes âgées de 65 à 74 et celles de 75 ans et plus. Grosso modo, on se rend compte que les personnes âgées, il y a 7 personnes sur 10 à peu près qui disposent d'un véhicule, qui ont un véhicule automobile pour se déplacer. Chez les 65 ans à 74 ans, c'est 8 personnes sur 10 à peu près. Et on voit qu'à partir de 75 ans, le fait d'avoir un véhicule, c'est moins important quand on atteint des âges plus élevés. Encore là, on peut faire le lien, c'est associé à la sécurité, à la capacité de la personne. On se rend compte aussi que chez les personnes âgées,
la grande majorité ont un permis de conduire. Il y a 800, moi, le chiffre m'avait un peu impressionné. Là. Il y a 816 000 et des graines qui ont un permis de conduire. Puis, on voit encore là qu'avec l'âge, avec l'avancée en âge, de 8 sur 10 chez les 65 à 74, ça baisse à près d'une personne sur deux rendue à partir de l'âge de 75 ans. Même si les gens ont des permis de conduire, pour la plupart, ceux qui ont des véhicules immatriculés et tout, là, assurés avec notre société d'assurance automobile, là, on voit une baisse. Il y a une différence de 200 000. Donc, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont un permis de conduire, mais il y en a moins qui ont un véhicule pour se déplacer. Fait que les gens conservent leur permis, même s'ils n'osent plus utiliser leur automobile, ils conservent leur permis. Alors, ça trace un peu un portrait général là, de la réalité des aînés. Je vous dirais que depuis les 20 dernières années, au Québec, tout le secteur du transport, il s'est fait beaucoup de choses. Si on recule de 20 ans là, en arrière, là, il s'est fait beaucoup de choses au niveau du transport, puis aussi au niveau, pour ce qui est de la clientèle des personnes âgées. Puis ce qu'on constate avec, non seulement au Québec, mais un peu partout dans les grands pays dits industrialisés, on sent une tendance au niveau de différents principes sur lesquels vont se guider les différentes actions ou décisions politiques, à tous les niveaux, là, que ce soit national, provincial, local. C'est guidé essentiellement par ces trois grands éléments-là. C'est que de plus en plus de décideurs sont sensibilisés à l'importance d'assurer ou de préserver la mobilité universelle des personnes aînées puis de leur déplacement. Fait que ce concept-là de mobilité universelle, ça a été... c'est issu un peu du secteur des personnes handicapées, hein, où est-ce qu'on parlait d'intégration et de participation sociale. Fait que je vous dirais que ça s'est élargi à un champ pour aller vers une mobilité universelle pour tous les usagers, toutes les personnes qui doivent se déplacer. Ensuite de ça, de plus en plus, on va vers du partenariat parce que le transport, comme vous le savez, ça touche tellement de sphères de la vie. Ce n'est pas juste le transport comme tel, mais c'est au quotidien qu'on vit ça. C'est une responsabilité partagée entre les différents acteurs, que ce soit les représentants des différentes clientèles ou usagers des transports, les différents niveaux de décision, que ce soit municipalité ou gouvernement provincial ou même fédéral. Il y a plein d'acteurs qui sont interpellés au niveau du transport. Chacun a comme un rôle à jouer par rapport à ça. L'autre élément où la tendance est vraiment là depuis 20 ans, c'est l'importance de concerter nos actions entre les différents partenaires, puis d'assurer un suivi puis une continuité des actions. Ça, c'est un peu la base vers quoi, puis ça c'est vraiment clair, c'est une tendance non seulement qui est là, mais qui va toujours rester là maintenant. Bon, on peut, OK. Bon, là, je vais reprendre un peu là, mes trois grands principes sur lesquels se basent les décisions là, des actions des politiques. C'est, bon, quand on parle d'assurer et préserver la mobilité universelle, bon, l'accessibilité universelle, en fait, ce qu'on entend par là, c'est qu'on veut s'assurer que toutes les personnes peuvent avoir un usage similaire au même endroit, au même moment, de la même façon, des lieux et des facilités pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur capacité. Ça veut dire que dans nos décisions, il faut toujours tenir compte comment je dirais ça, de l'usager qui aura les plus grandes incapacités pour qu'il puisse avoir accès lui aussi. Ensuite de ça, on va aussi tenir compte on va développer des normes d'accessibilité universelle. Ça, ce qu'on se rend compte, que ce soit, encore là, je vous ai parlé un petit peu tantôt du secteur des personnes handicapées, où est-ce qu'on a développé des normes pour aller vers une accessibilité universelle, que ce soit au niveau des bâtiments. Il y a 20 ans ou 30 ans, on voyait moins des rampes d'accès ou des trottoirs avec des chaînes. Maintenant, on en voit de plus en plus parce que c'est vraiment un modèle là, qui est vraiment intégré maintenant dans les décisions. Puis, ce qu'on a retrouvé au niveau de l'accessibilité à l'intérieur des bâtiments, bien maintenant, on le retrouve de plus en plus au niveau de tout ce qui est en dehors des bâtiments parce que c'est une grande partie de nos déplacements se font en dehors de notre domicile.
Ensuite, au plan du transport, du transport, ce que ça a comme conséquence, c'est que quand on a des choix, soit des constructions, du développement à faire ou de l'adaptation, on va aller toujours maintenant vers un aménagement, une adaptation à la fois des modes de transport, des moyens de transport comme tels, l'autobus, on n'a qu'à penser aux autobus à plancher surbaissé qu'on voit de plus en plus, les taxis accessibles qu'on voit de plus en plus aussi, puis des infrastructures comme mettre des ascenseurs quand il y a je pense, exemple, aux stations de métro de Montréal, là, où est-ce qu'on s'en va fermement vers ça, vers l'adaptation. Puis, bon, c'est des rampes pour s'aider à se tenir. En fait, les traverses au niveau des intersections des coins de rue, soit qu'on va faire comme des enflements, là, au niveau pour réduire la distance de traverse d'un coin à l'autre, la durée de traverse, etc. Donc, on y va toujours maintenant de plus en plus dans cet esprit-là. La responsabilité partagée, bien, je vous dirais que, grosso modo, au Québec, là, où est-ce qu'on en est, c'est qu'il y a je vous dirais qu'il y a des joueurs majeurs au niveau des CNL, puis après ça, dans l'application avec les partenaires, là, dans la concrétisation des actions. Alors, au niveau de la gouvernance transversale, puis du soutien pour l'adaptation des services, des mesures et des programmes publics en lien avec le transport, bien évidemment, les deux grands joueurs qu'on a actuellement, c'est le ministre responsable des aînés, puis le secrétariat aux aînés. Pour ce qui est de la nature transversale des interventions, s'assurer, son rôle est de s'assurer avec les différents joueurs qu'on tient compte de la réalité et des besoins des personnes aînées au niveau de leur mobilité puis d'utilisation des transports. Fait qu'ils vont intervenir à ce niveau-là. Puis le ministère du Transport lui-même, il y a aussi un genre de gouvernance transversale parce que, comme on sait, le transport, là, c'est vaste, l'aviation, le train, les autobus, les infrastructures, les rues, les ponts. Donc, lui aussi, il est appelé à intervenir et à poser des actions dans différents secteurs, là, je peux dire. Il va travailler avec les municipalités, il va travailler avec la justice pour la révision du Code de sécurité routière, exemple, bon, etc. Fait que lui aussi, il y a des interventions de nature transversale. Il doit tenir compte de l'ensemble des usagers de la route, du camionneur à l'automobiliste, à la poussette de bébé avec la maman qui se promène. Ensuite, les partenariats pour la mise en place des actions. Bon, souvent, ça va être beaucoup d'autres ministères qui vont être interpellés et différents organismes gouvernementaux. On n'a qu'à penser au ministère des Affaires municipales, entre autres, qui, lui, va travailler au sein des municipalités, va définir des normes, même chose pour le ministère, des normes de construction ou d'ajustement ou de déplacement. Puis les municipalités eux-mêmes. Il y a tout ce qui concerne le secteur de la santé et des services sociaux en termes d'accessibilité et de sécurité. Alors, ça, il peut se faire beaucoup d'interventions aussi en lien avec le transport par rapport au réseau de la santé. On a qu'à penser au programme de santé publique là, pour la prévention des chutes. Quand une personne a un moins bon équilibre, évidemment, ça peut avoir des moyens, des outils pour l'aider à s'assurer une mobilité plus sécuritaire. Bien, ça peut être un exemple là, d'intervention qui est en lien avec la mobilité et le transport. Oh. OK. Et c'est tabarouette. Bon, municipalité, évidemment, puis d'autres partenaires très importants, c'est tous les mandataires, les organismes qui s'occupent d'organiser le transport. La STCQ, ouais, j'ai de la misère avec ces acronymes-là, la Société de Montréal, etc., les autres. Et puis, évidemment, il ne faut pas oublier, parce qu'ils sont directement sur le terrain, tous les organismes de transport, que ce soit ou d'accompagnement, qui sont sur le terrain au quotidien avec les gens. Bon, quand on regarde les différentes actions, puis là, je vais essayer d'aller... Non, continue. Oui? OK. Quand je regarde les différentes actions qui ont été mises de l'avant et qui sont toujours en cours, il y en a toujours en cours d'implantation, je vous dirais que, grosso modo, au niveau au Québec, il y a beaucoup ça prend des mécanismes de concertation, puis de suivi, puis de veille pour s'assurer que ce qui est mis en place, puis ce qui est élaboré, est évalué et révisé aux besoins s'il ne répond pas adéquatement aux besoins. Par ça, le gouvernement dispose, je dirais, de trois grands moyens, je pourrais dire. Il y a la Table québécoise sur la sécurité routière qui a été implantée en 2005, qui regroupe
plus d'une quarantaine d'organismes puis de ministères qui siègent et qui, via des groupes de travail qui sont, je ne m'étendrai pas sur les groupes de travail parce que je n'ai pas le temps malheureusement, mais qui travaillent avec des groupes de travail et qui, eux, étudient des situations et proposent des recommandations par consensus. Ça veut dire que tous les joueurs et tous les représentants des usagers de la route sont là, et de la sécurité et de la santé et tout ça, et proposent des recommandations aux ministres responsables du transport. Depuis 2005, ils ont déjà rédigé 2 rapports et émis près de 80 recommandations, dont plusieurs ont été mis en place. Et là, les travaux de cette table-là se poursuivent. C'est une table qui est permanente. Puis le prochain rapport est prévu pour 2013, printemps ou automne 2013, où il y aura encore des recommandations, toujours axées sur la sécurité routière de l'ensemble des usagers, puis l'accessibilité au mode de transport. Il y a aussi une table de concertation sur l'industrie du transport par taxi. C'est sûr qu'en milieu rural, c'est peut-être moins quelque chose qui est présent, je pourrais dire, mais encore là, c'est l'ensemble des joueurs interpellés par l'industrie du taxi qui siègent sur cette table-là et qui vont émettre des recommandations. Et même plus que ça, à mesure qu'il peut y avoir des problématiques de soumis à la table, elles sont soumises à la table et déjà les propositions et les recommandations sont transmises au ministre pour corriger ou améliorer les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent, je pourrais dire. Et il y a le comité interministériel, plus récemment, qui a été mis sur place, qui regroupe 18 ministères, qui est plus particulier aux aînés, qui s'inscrit d'une action dans le cadre de la politique Vieillir ensemble. Quand ils ont lancé la politique au printemps, ils ont aussi mis sur pied un comité de suivi et d'évaluation, où ce que là, l'ensemble des actions liées à la politique sont là, mais entre autres celles concernant la mobilité de transport. Là, ça va très, très vite. Alors, je vais aller rapidement. Au ministère du Transport, il y a plusieurs politiques, stratégies, de plans d'organisation de transport dans chacune des municipalités. Il y a différents programmes d'aide financière, que ce soit pour du transport adapté, que ce soit pour le transport en commun et même en lien avec des besoins spécifiques par rapport aux aînés. Je vais vous donner un exemple, entre autres, le plus probant parce que je manque de temps, là. Si on pense au projet des navettes d'or dans la région de Montréal, où est-ce que, via une aide financière dans un des programmes, on peut mettre sur pied un système de transport. C'est un circuit local qui peut... c'est un petit autobus de 20 places qui se promène dans le quartier à des heures précises pour amener les gens vers des services de proximité ou des activités sociales ou des choses comme ça. Fait que c'est plus adapté aux besoins et à la réalité des aînés. Enfin, rapidement, le ministère du Transport, actuellement, il est en train de travailler à l'élaboration d'une politique gouvernementale sur la mobilité durable, où est-ce que là, tous les acteurs associés aux aînés interviennent et proposent là, des actions à mettre en place, spécifiquement par rapport aux aînés. Il y a différents autres joueurs aussi. On n'a qu'à penser à la Société d'assurance automobile du Québec, pour ce qui est de tout ce qui est outils d'information ou évaluation médicale pour conserver son permis de conduire, les programmes d'adaptation de véhicules personnels. Quand on a une personne qui a des incapacités, on peut être éligible à des subventions pour adapter notre véhicule. On a tout ce qui concerne les vignettes de stationnement pour personnes handicapées ou à mobilité réduite, qu'on voit de plus en plus. C'est une réalité qu'on voit de plus en plus maintenant au Québec, ça. Il y a, comme je vous ai dit tantôt, le programme de prévention des chutes de l'Institut national de santé publique. Puis on a, au niveau du régime d'assurance maladie du Québec, tous les aides à la mobilité, où est-ce que là, je vous dirais, pour préciser où est-ce qu'on est plus dans les travaux au niveau de ce groupe de travail-là, c'est tout ce qui concerne les aides à la mobilité motorisée. On en voit de plus en plus maintenant des triporteurs, des quadriporteurs dans les rues, ces trottoirs. Puis là, comme ça n'a pas de statut légal, exemple, un triporteur qui se vend au Canadian Tire là, à 900 $, c'est pas normé et tout ça. Donc, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de normer ça pour que ce soit sécuritaire, puis quel statut on veut accorder à ces aides-là. Office des personnes handicapées travaille aussi actuellement à élaborer un guide qui va aider les municipalités puis les organismes qui s'occupent du transport collectif à mettre en place des parcours sans obstacles.
partir du moment où ma mobilité est plus réduite, j'ai besoin qu'il n'y ait pas d'obstacles dans mes déplacements. Alors, l'idée, c'est de réduire au minimum et voire d'éliminer tous les obstacles liés au déplacement. Enfin, le secrétariat aux aînés, dans la dernière politique qui a été lancée au printemps, dans sa troisième orientation d'action, a identifié des mesures très spécifiques uniquement associées au transport comme étant prioritaires pour améliorer et puis répondre aux besoins des personnes âgées. Grosso modo, il y a comme, on va dire, deux choses qui sont plus particulières au secrétariat aux aînés. Il y a le programme Québec Amis des aînés, dans le cadre d'une politique municipale des aînés, a des programmes de subvention où ce que les municipalités qui s'impliquent dans une démarche municipalité Amis des aînés peuvent faire des demandes pour obtenir du soutien dans l'application et la mise en place de ces plans d'action, dont notamment des actions relatives, exemple, à la mobilité et au transport. Encore là, ça peut être l'adaptation de trottoirs, des choses comme ça. Et un autre programme de financement qui est disponible actuellement, c'est le programme d'Infrastructure Québec qui vient des affaires municipales, mais qu'on travaille en collaboration avec eux autres. Encore là, dans le cadre des démarches Ville Amie des aînés, puis là, on est vraiment dans l'infrastructure. Vraiment, là, quand je vous dis faire des trottoirs, là, on ne fait pas des trottoirs avec des chaînes hautes de même, là, mais on peut avoir du financement pour des choses comme ça. Et enfin, il y a toutes les actions en partenariat, parce qu'il y a beaucoup d'actions en partenariat dans la politique Vivre et vieillir, parce que c'est gouvernemental, dont le guide pratique que je vous parlais tout à l'heure, les différents programmes d'aide gouvernementale du MTQ, les plans de transport, puis l'industrie du taxi, où est-ce que on va développer, l'industrie du taxi va développer puis intenter un code d'éthique. Mais on a déjà aussi, il y a eu une formation là, qui s'est terminée en décembre pour sensibiliser l'ensemble des chauffeurs de taxi aux personnes qui sont à mobilité réduite au niveau de leurs besoins.